La matinale RCF, le grand invité. Que sait-on des délinquants et criminels qui présentent des troubles mentaux? Comment en parler sans tomber dans le sensationnalisme ni dans les caricatures? En commençant peut-être par s'y intéresser de plus près et même de l'intérieur. Notre invité a passé 15 mois au sein de l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la police de Paris, un lieu inconnu du grand public qui accueille des personnes interpellées en décompensation psychique, souvent en plein délire, avant d'être redirigées ailleurs, en garde à vue ou alors en hôpital psychiatrique. Bonjour Valentin Gendreau. Bonjour. Vous êtes journaliste. Cette enquête, vous l'avez menée en infiltration. Vous avez déjà utilisé cette méthode dans votre précédent livre, Flic. Et vous revenez donc avec un nouveau livre, l'I3P infiltré, publié chez Albin Michel. Tout d'abord, c'est quoi l'I3P ? C'est une boîte noire, c'est une gare de triage aussi. Comme vous l'avez expliqué brièvement, c'est un endroit assez opaque où lorsque vous avez des personnes qui présentent des troubles du comportement et qui sont interpellées par les policiers parisiens, dans certains cas, ces personnes-là vont être orientées vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Et ensuite, c'est le psychiatre qui travaille à l'I3P qui décide si oui ou non il y a hospitalisation pour ces personnes-là. Et ce sont, dans la grande majorité des cas, des hospitalisations sans consentement. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander l'avis de ces personnes-là, on va les hospitaliser de force. Vous écrivez « L'arbitraire règne en maître », c'est bien ça? C'est à la discrétion des médecins seulement? Oui, c'est exactement ça. C'est l'arbitraire qui règne parce que vous avez, pour les personnes qui sont admises dans cette structure-là, uniquement ce qu'on appelle des chambres d'isolement. Donc c'est-à-dire qu'elles sont enfermées et elles ne peuvent pas sortir. Par exemple, lorsqu'elles demandent à aller aux toilettes, elles doivent frapper sur la porte. Et là, vous avez un infirmier ou un surveillant qui va leur ouvrir et les accompagner aux toilettes. Pour le reste, elles sont enfermées. Donc ce sont des chambres cellules, un peu. On est entre le médical et le sécuritaire. C'est assez particulier et c'est unique en Europe. Et c'est pour ça aussi que c'est une entité assez contestée? Oui, parce que c'est contesté dans la mesure où, à Paris, par exemple, vous avez le système des urgences psychiatriques classique, et ailleurs en France, ça fonctionne exactement de la même manière, mais à Paris, vous avez ce doublon-là. C'est-à-dire qu'au 1 de la rue Cabanis, dans le 14e arrondissement de Paris, vous avez le système d'urgence psychiatrique classique, qu'on appelle le CPOA, et au 3 de la rue Cabanis, donc à un bâtiment d'écart, vous avez cette structure-là, qui est réservé aux policiers parisiens. C'est-à-dire que les personnes admises à l'I3P ne peuvent être emmenées que par des policiers parisiens, et uniquement par des policiers parisiens. Et vous ne verrez jamais de pompiers, d'ambulanciers, de gens qui vont venir de leur plein gré. Ce sont toujours des policiers qui les emmènent, et lorsque les personnes arrivent, elles sont menottées. Vous étiez d'ailleurs chauffeur dans pour cette infiltration, et notamment donc de la police. Vous n'étiez pas partie du corps médical du tout, vous étiez dans la police. Comment se mêlent justement ces deux univers entre la sécurité et la médecine? Alors moi, à titre personnel, j'ai fait mes 3 mois en école de police, et ma première affectation dans la police, au cours de mon infiltration dans la police française, c'était à l'I3P. Donc j'étais déjà diplômé de mon maigre statut de policier contractuel, et j'étais en civil et sans armes. Donc pour les personnes dans la structure, c'était impossible de savoir que j'étais policier. On me prenait pour un ambulancier. On m'appelait le chauffeur. Voilà, c'est le statut le nom qu'on me donnait. Pour le reste, c'est un peu étonnant d'avoir des policiers qui se retrouvent muets en chauffeur, en ambulancier, sans avoir les diplômes d'ambulancier d'ailleurs. C'est un peu particulier, c'est la seule présence policière dans la structure. Vous racontez d'ailleurs des fugues en plein Paris, des personnes interpellées qui s'échappent. Oui. C'est difficile à gérer, j'imagine, quand on n'a pas forcément l'habitude ni le diplôme pour. Oui, c'est assez difficile à gérer. Et puis alors, vous avez évidemment la peur que suscite le fait qu'une personne qui doit être hospitalisée en psychiatrie sans consentement se retrouve comme ça en plein Paris. Vous vous dites, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Vous imaginez le pire, forcément. Et évidemment, lorsqu'on part à la recherche de Thomas, donc ce jeune patient-là qui fugue, qui arrive à se barrer de mon ambulance, à un feu rouge, qu'on demande à des témoins s'ils l'ont vu passer, forcément la peur se lit aussi sur ces visages-là. J'ai l'idée par exemple d'un routier polonais qui on demande s'il a vu passer quelqu'un qui a les bras attachés et qui doit être emmené à l'hôpital psychiatrique, et alors son visage se décompose au fur et à mesure. Il fallait obligatoirement passer par l'infiltration pour découvrir ce lieu, c'est très secret.
passer par l'infiltration, non, mais en fait c'est une infiltration par hasard. C'est-à-dire que moi, je voulais infiltrer un commissariat de police, ce que j'ai réussi à faire par la suite. Mais dans un premier temps, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre ces 15 mois-là. Et du coup, j'ai pas du tout choisi le premier jour où j'arrive là-dedans, où on m'apprend que je vais devoir rester plus d'1 an dans cette structure psychiatrique-là. C'est une tempête sous un crâne, et je sais pas si je reste ou si je reste pas, parce qu'à la base, moi, je pars pour une infiltration dans la police, je pars pas pour une infiltration dans la psychiatrie. C'est d'ailleurs le livre que vous avez écrit avant celui-ci. C'est ça. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'être, vous, en tant que personne, d'être confronté à tout ça ? C'est pas difficile dans la mesure où moi j'ai qu'un regard un peu extérieur. J'ai pas vu énormément de choses de cette infiltration-là. Si on est juste sur l'idée de l'infiltration, moi je vois juste des gens qui sont en crise, qui sont en décompensation, comme vous l'avez dit. Pour aller plus loin, il fallait retrouver des personnes emmenées à l'hôpital psychiatrique. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Mais sur le poste de chauffeur à l'infirmerie psychiatrique, je vois pas grand-chose. Je transporte des gens. Quand je suis dans la structure, j'entends des gens frapper sur les portes, je vois des gens qui demandent des choses un peu étonnantes. Je vois des gens qui vont se rebeller, se révolter, des plateaux repas qui vont voler dans les chambres parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font là, et sont avant tout des gens qui ont besoin de soins parce qu'ils sont malades. Mais sur ce point-là, sur le côté reportage ou sur le côté infiltration, je ne vois pas énormément de choses. Effectivement, vous retrouvez les patients que vous aviez rencontrés une première fois dans l'infirmerie psychiatrique de la police de Paris, vous les retrouvez plusieurs années après, vous reprenez contact et on découvre dans une deuxième partie de votre livre des parcours très difficiles. Ça explique aussi ce pourquoi ils en sont là, avec des troubles mentaux très forts. Alors moi je suis journaliste, pas psychiatre, donc je vais pas pouvoir expliquer comment est-ce qu'on tombe dans la maladie mentale. En tout cas ça donne un peu de profondeur sur ce qu'ils ont. C'était l'idée. L'idée c'était de pouvoir brosser des portraits, ouvrir les romans familiaux et pouvoir raconter en donnant des exemples très précis. Donc il y a 4 personnes que j'ai pu retrouver qui ont fait des choses plus ou moins graves. Ça va de Pascal qui a tué quelqu'un un jour à Châtelet dans les couloirs du métro. Ça va à Thomas qui a mis un coup de skateboard dans la porte de son voisin et qui a été hospitalisé 4 ans. Ou alors Olga qui est une femme qui est bipolaire et qui est détectée bipolaire depuis le début des années 80. Ça permet en tout cas de leur donner la parole et surtout d'essayer de raconter comment est-ce qu'on tombe dans la maladie mentale. Moi je fais absolument pas de jugement, je suis pas là pour donner mon avis, je suis simplement là pour montrer, pour raconter. Et en donnant la parole et aussi, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais en humanisant quand même ces personnes-là, ça permet d'aller plus loin que la simple peur, que le simple rejet de la maladie mentale. Généralement, quand on parle de psychiatrie, on tourne un peu la tête, parce que ça nous fait peur, ou parce que ça nous renvoie peut-être nous-mêmes à nos propres névroses, ou notre propre folie. En tout cas, en racontant ça, j'estime que ça va plus loin, et que c'est en ça une entreprise nécessaire. On comprend aussi qu'elles sont un peu... alors peut-être c'est difficile à entendre pour les personnes qui ont pu subir certains actes, mais qu'elles sont aussi victimes de ces souffrances. Elles sont victimes, avant tout victimes. Et les familles de ces personnes-là sont aussi victimes. Chaque année, vous avez à peu près 420 000 personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie en France. Donc ça fait 420 000 victimes, quoi qu'elles aient fait. Mais vous avez aussi les familles autour qui sont elles aussi victimes. Donc en fait, ça fait beaucoup plus de gens, et ça fait beaucoup plus de gens qui sont concernés directement ou indirectement par la maladie mentale. C'est un sujet tabou en tout cas que vous levez en partie, en tout cas dans votre livre. Vous écrivez « On peut être parlementaire et diabétique, impossible d'exister comme député et schizophrène, impossible d'être à la fois bipolaire et sénateur ». Comment vous expliquez justement un tel tabou sur une maladie, des troubles que beaucoup de personnes en France ont finalement ? Je pense que le tabou, c'est que personne n'a envie d'être confronté à ça. Et que des personnes le sont parce que malheureusement ça leur est tombé dessus. C'est la loterie. Pourquoi est-ce que Olga, par exemple, dans le livre, est bipolaire, et pourquoi pas vous, et pourquoi pas moi? Ça, c'est une vraie question. Et ensuite, ça renvoie aussi, quand même, je crois, à l'idée qu'on détourne la tête à chaque fois. À chaque fois qu'il y a quelque chose, soit on va s'en emparer d'un point de vue médiatique, et on a eu l'exemple récent avec l'affaire Lola, où on a parlé de psychiatrie, alors qu'en plus la psychiatrie n'est même pas présente dans ce dossier-là, pour le coup, en tout cas d'un point de vue pénal, non. Mais on va en tout cas toujours s'emparer du côté le sang qui coule.
C'est un infirmier qui s'appelle Rodolphe, qui est dans le livre, qui me dit à chaque fois qu'on parle de psychiatrie, c'est parce que le sang a coulé. C'est beaucoup plus facile d'écrire sur du sang qui coule que sur des angoisses. Et la grande majorité des personnes qui sont hospitalisées sont des personnes qui sont angoissées, qui ont peur. Et on ne parle pas de ça. Et à l'I3P, justement, on a du mal à appréhender ces problèmes. C'est un petit peu une réponse parfois un peu brutale. Vous le disiez un peu plus tôt sur la façon dont on peut les enfermer. Il faut changer là aussi peut-être notre façon d'accueillir ces malades, de les gérer. Bon, l'I3P, c'est très particulier dans la psychiatrie française, déjà parce que c'est une structure unique en Europe et qu'elle est propre à la police parisienne, mais à l'I3P, on gère le temps de l'urgence. Quelqu'un qui est attrapé dans la rue, interpellé dans la rue par des policiers avec un couteau à la main et qui essaye de tuer les gens, parce que c'est arrivé, c'est un exemple que j'ai déjà vécu. Là, les policiers vont l'emmener à l'I3P, et à l'I3P, la personne va rester 48 heures maximum. Et là, on ne fait pas du soin. On est simplement là pour essayer de casser la crise, pour essayer de rendre la personne la moins dangereuse possible pour les autres. Mais la grande majorité des cas, et ça c'est souvent hors I3P, c'est dans la psychiatrie française classique, 98% des personnes sont dangereuses avant tout pour elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même une donnée à prendre sérieusement en compte. Vous posez aussi dans cette enquête la question du recrutement et des effectifs dans la psychiatrie. C'est un secteur, on comprend, qui n'attire pas beaucoup et de fait qui souffre d'un manque d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs au niveau des infirmiers, il y a un manque d'effectifs au niveau des psychiatres. Alors parce que les infirmiers, ça les intéresse pas spécialement de s'occuper de psychiatrie, ils préfèrent plutôt des soins en somatique, donc faire des pansements, des choses comme ça. Et en école, vous avez une grande majorité de personnes qui vont être qui vont se diriger vers du somatique et pas du psychiatrique. Les psychiatres, il y a aussi des gros problèmes de recrutement. Le problème, c'est que les psychiatres, ce sont eux qui font les prescriptions. Donc s'il n'y a pas de prescription, c'est difficile de pouvoir donner les traitements aux personnes. Et puis, encore une fois, je pense que de manière générale, que ce soit des infirmiers, des psychiatres, il y a la peur qui joue beaucoup, et qu'on se détourne beaucoup de ça. Voilà. Et le manque de moyens, c'est quelque chose qui est initié depuis le début des années 80, où en fait, on a coupé le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques, et aujourd'hui vous avez des structures un peu croupions comme ça, qu'on appelle les UHSA par exemple, qui sont des infirmes, des places en prison pour des personnes qui sont souffrantes de troubles psychiatriques. Tous ces sujets dont vous parlez dans votre livre posent aussi la question de l'irresponsabilité pénale. On a du mal en France parfois, en tout cas dans la société, on sent qu'il y a un peu de mal à accepter cette notion-là, qu'une personne soit irresponsable pénalement à cause de problèmes psychiatriques. L'irresponsabilité pénale, c'est l'affaire des psychiatres. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui commet quelque chose de très grave, il y a forcément une expertise psychiatrique. Et dans la grande majorité des cas, les gens sont reconnus responsables de leurs actes. C'est très très rare des affaires comme l'affaire Halimi par exemple, où le meurtrier de Madame Halimi, Kobili Traoré, a été reconnu irresponsable pénalement. C'est une soixantaine de cas par an, c'est très peu au final. Et Pascal par exemple dans mon livre, qui a tué du coup un jeune homme de 22 ans à Châtelet, lui aussi est reconnu irresponsable pénalement. Mais ça c'est l'affaire de psychiatre, on n'a pas à s'en mêler, c'est chacun son boulot. Et le psychiatre détermine si oui ou non il y a abolition, altération du discernement au moment des faits, donc auquel cas la peine sera réduite, voire ignorée. Mais ça, c'est l'affaire de psychiatre. J'ai l'impression, quand on parle d'irresponsabilité pénale, que c'est un peu comme le foot. Pour le foot, il y a 66 millions de sélectionneurs de l'équipe nationale. Et ben pour la psychiatrie et la question de l'irresponsabilité pénale, c'est un peu pareil. Il y a 66 millions de psychiatres. Sauf que non, il y a un sélectionneur de l'équipe de France de foot et il y a des psychiatres chargés d'expertise médicale, et c'est un boulot extrêmement particulier. Une affaire de médecine. Et rien d'autre. En conclusion, Valentin Gendreau, on doit changer de regard sur la psychiatrie, sur les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Mais je pense qu'il faudrait une plus grande présence de personnes qui ont ce genre de pathologie mentale, que ce soit la bipolarité, de la schizophrénie ou du côté borderline par exemple, que ces personnes-là soient plus visibles, plus représentatives, plus représentées, qu'on en est dans les médias, qu'on en est à la télé, qu'on en est au cinéma, etc. Juste ça permettrait de casser un peu cette image-là. Il y a un autre personnage que je n'ai pas encore abordé, qui s'appelle Mathias, qui est schizophrène, et qui a été interpellé à Gare du Nord parce qu'il voulait tuer des gens avec un couteau. Bon,
Ça, ce sont les faits qui sont têtus et violents. Moi, je l'ai retrouvé 2 ans plus tard. Évidemment, quand je le retrouve, j'ai peur. Parce que je me dis, je sais pas dans quel état... Vous êtes chez lui tout seul en attendant sa sœur. Et il est imprévisible puisqu'il est malade mental. Il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, c'est quelqu'un que je vois encore assez régulièrement. Et la peur a totalement disparu 10 minutes après l'avoir rencontré. Voilà, donc il faut aller vers l'autre. Mais c'est compliqué, évidemment, puisqu'on parle de psychiatrie et que la psychiatrie renvoie toujours au sang, à la folie, aux yeux injectés de sang et aux cheveux hirsutes et au couteau entre les mains. Merci beaucoup Valentin Gendreau, journaliste. Vous avez donc publié cette enquête Li 3P infiltré, c'est disponible chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.